Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers? Un café, s'il vous plaît. Ça marche? Entreprendre, vocation à la mode qui en fait rêver plus d'un. Vouloir être libre, gérer son emploi du temps comme on le souhaite, avoir plus de temps libre, être heureux tout simplement. C'est souvent cette image que l'on a de l'entrepreneuriat, quelque chose de facile, d'accessible. L'entrepreneuriat devient la solution à tous nos problèmes, mais est-ce vraiment le cas? Est-ce que c'est si simple? Aujourd'hui, je reçois Ina Diallo, qui a créé plusieurs entreprises et qui aide d'autres personnes à se lancer dans cette aventure. Cette femme de caractère et d'une intelligence rare va nous aider à mieux comprendre quels sont les enjeux de l'entrepreneuriat. Tu as envie de changer ta façon de faire, d'impacter le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver. Je suis Tia Brown Sugar and Touche à Tout, qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des gens qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de vivre, de faire, de consommer, de penser, mais surtout changent les choses. N'hésite pas à t'abonner, commenter, noter et partager ce podcast pour m'aider à le faire découvrir. Bienvenue dans ma pause café avec Tia. Bonjour Ina. Bonjour Tia, Merci d'être là. Je te remercie à toi, c'est un réel plaisir d'être avec toi sur la pause café. Je suis vraiment contente parce que je sais que tu es débordée et qu'on ait pu trouver ce petit créneau. Vraiment, je suis vraiment très contente. Alors, écoute, avec une question vraiment toute simple pour te mettre dans l'ambiance de l'émission. Toi, tu es plutôt thé ou café? Alors moi, je suis plutôt café le matin et le thé le soir. Ok, très bien, ça me va, je suis pareil. Alors moi, c'est plutôt café toute la journée et le thé le soir. Alors, j'avouerai que j'essaie d'arrêter en ce moment, c'est-à-dire prendre moins de café. J'en prenais 3 dans la journée et j'essaye de me limiter au moins à 2 cafés par jour. Donc, voilà. T'as raison, moi, je suis loin. Là aujourd'hui, je suis déjà au 4e. Non, moi j'ai les palpitations quand j'en prends 3-4. Non, moi ça me fait rien, mais ça me fait du bien, puis j'adore ça, donc voilà, mais bon. Mais j'adore le café, ceci dit. Hein. Ouais, pareil. Alors on va remonter le temps, histoire qu'on arrive à cerner la femme que tu es aujourd'hui. T'étais quel style d'enfant? Est-ce que petite, t'étais plutôt chiffres ou lettres? T'étais comment petite? Alors, petite, j'étais une petite fille qui avait envie de se surpasser, qui était excitée, qui avait envie de se surpasser tout le temps, qui avait envie de tout connaître, de découvrir le monde. Et j'étais aussi une petite fille qui organisait toujours, avec ma petite sœur, puisqu'on est 6, je voulais toujours faire du théâtre, de la danse. Voilà, j'étais une petite fille qui était taquine aussi, très taquine avec les personnes que j'aimais, bien sûr. Et puis, une petite fille aussi très calme quand je ne connaissais pas la personne. Mais ensuite, ça changeait complètement. Hein. D'accord. Et dans les grandes lignes, comment s'est passé ton cursus scolaire? Est-ce que tu aimais l'école? Quelle matière? Alors, écoute, Tia, moi, j'étais quelqu'un qui aimait l'école, mais j'étais une petite fille qui voulait plus en découvrir. Alors, les années primaires, j'en ai profité. Les années collège, j'ai réalisé qu'il fallait travailler, hein. Ouais. Que c'était plus le jeu. Donc, année collège, super bien passée. Et ensuite, vient les années lycée. Parce qu'après le collège, il faut savoir qu'est-ce que tu fais. Et c'est vrai qu'après le collège, t'imagines, en fin de 3e, tout le monde ne sait pas ce qu'il voulait faire. Exactement. Moi, je savais en tout cas que je voulais être libre, Tia. Donc, pour être libre, forcément, oui, je voulais être libre. Je voulais à la fois parcourir le monde parce que je suis martiniquaise et malienne, africaine. Ouais. Donc, mon but, c'était de pouvoir partir en Afrique et puis de découvrir l'Afrique. Mais en même temps, je suis une jeune enfant, donc en 3e. Donc, il va falloir que tu trouves quelque chose à faire. Donc, du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire la comptabilité. Okay. Donc, du coup, j'ai intégré une école comptable à Paris. Donc, j'ai commencé en Martinique et puis j'ai fini par Paris. Donc, j'ai intégré une grande école comptable ACE où j'ai passé tous mes examens dans ce lycée à Paris. Est-ce que c'était une vocation, la comptabilité, ou c'est vraiment le pur hasard qui a fait que tu as atterri en compta? Alors, en fait, c'était une stratégie pour moi. Je me suis dit, si je fais comptabilité, j'ai envie d'être libre. Donc, qui dit libre, qui dit entrepreneuriat.
D'accord. Ouais. Et je savais déjà que il y avait je m'étais déjà renseignée en amont. Hein, je savais pas si j'allais être entrepreneur, c'était pas prévu. Je m'étais renseignée en amont en me disant, mais de toute façon, on a besoin des chiffres dans la vie. On a Ouais. besoin de savoir gérer. Alors, attention, faire de la comptabilité ne veut pas dire aimer les mathématiques, parce que souvent on me dit, Là, tu dois aimer ça. voilà, je détestais les mathématiques. Hein. Et donc, du coup, je me suis dit, ben, pourquoi pas commencer par les chiffres et pouvoir trouver des débouchés par la suite. Et ben, finalement, j'ai continué mes études jusqu'au DECF. Alors, il faut savoir que entre-temps, à 20 ans, je continuais toujours mes études, mais j'ai eu un petit garçon. Donc, du coup, j'ai dû continuer mes études par correspondance et ensuite, je suis partie via l'apprentissage. Donc, qui faisait que j'étais une semaine à l'école et une semaine en entreprise à Paris. Donc, pour moi, c'était l'opportunité très tôt, à l'âge de 21 ans, de connaître le monde de l'entrepreneuriat, le monde de l'entreprise déjà. Donc, j'ai eu cette chance à l'époque d'avoir une grande entreprise, JFPM Associés, qui était une entreprise qui gérait Josiane Balasco, Gérard Jugnot, les grands. C'était une entreprise audiovisuelle, donc j'étais leur aide comptable, leur apprenti comptable d'abord. Donc, j'ai eu cette chance d'avoir été accompagnée par eux en apprentissage, qui fait que j'ai vite mis le pied dans l'étrier et j'ai connu la comptabilité très vite. Et en même temps, mes études et aussi mon petit garçon. Ouais. C'est dingue. Donc, voilà. Et donc, du coup, à côté, j'avais aussi des petits boulots. Il faut savoir aussi, Tia, que j'étais aussi mannequin. Peu de personnes le savent, mais j'ai commencé dans le mannequinat à l'âge de 16 ans. Et tu es sublime, donc je l'aurais deviné. Oh, c'est gentil, Tia. Et donc, du coup, j'ai eu cette opportunité de représenter une très, très grande marque à l'époque de cosmétiques qui était en vente en pharmacie, qui s'appelait Mola Aura. Voilà. Donc, ça me permettait à la fois de continuer mes études, parce que c'était aussi payant, et d'avoir aussi une entrée d'argent pour m'occuper de mon petit garçon. Même si j'étais en apprentissage, mais c'était peu. Donc, il fallait trouver des solutions. Donc, j'ai pu défiler, je suis partie en Afrique du Sud, j'ai représenté des marques aussi. Et puis, surtout, cette grande marque, Melaora. Voilà. Moi, ce qui m'impressionne dans ce que tu dis, c'est que déjà, petite, tu avais une idée bien définie de ce que tu voulais être. Et ça, c'est dingue parce que c'est pas donné à tout le monde. Alors, tu as les grands sportifs qui savent et tu as quelques personnes, je pense que voilà, t'en as pas des millions qui savent aussi jeunes ce qu'ils veulent faire. Et toi, dans ta tête, c'était clair. Et en fait, ce que j'aime dans ta démarche, c'est de te dire, OK, moi, plus tard, quand je serai grande, je veux être comme ça. Et pour être comme ça, il faut que je passe par ce chemin-là. OK, j'aime pas les maths, mais la compta, c'est peut-être le truc le plus logique pour arriver où je veux être. Donc, je vais faire de la compta. Et je trouve que ce raisonnement en étant jeune, c'est dingue. C'est juste dingue. Exactement, merci. C'est vrai que c'est très difficile. Moi, je le vois avec mon fils qui a 17 ans aujourd'hui. C'est une génération qui ne sait pas encore où ils vont, parce qu'ils ont accès à beaucoup de choses. Nous, à ma génération 82, 83, on avait accès à la bibliothèque. Internet était peut-être là, mais non, même pas. À l'époque, on n'avait pas accès. Non, en fin de troisième, on n'avait pas vraiment accès. Mais moi, j'avais vraiment envie de pouvoir aller dans quelque chose où il y aurait un débouché. Donc, ce serait soit la partie commerciale, ou soit la partie comptable. Aujourd'hui, quand je parle, par exemple, avec mon grand garçon, lui, il n'a pas cette chance de savoir ce qu'il a envie de faire parce qu'il y a trop d'informations, il y a trop de choses. Et c'est très difficile. On ne peut pas demander à un enfant de troisième de nous dire qu'est-ce qu'il fera plus tard. Alors, il y en a, bien sûr. Il y en a qui savent. Et ça, c'est très bien. Et franchement, les parents, je les emmène à encourager leur enfant parce que quand ton enfant, en fin de troisième, sait ce qu'il veut faire, c'est super. Mais quand il ne le sait pas, il faut justement l'accompagner à savoir ce qu'il veut faire parce que c'est très, très difficile, Tia. Je le vis avec mon fils et je sais que c'est très difficile de pouvoir savoir ce qu'il veut faire en fin de troisième et même en fin de lycée aussi. Voilà. Bah justement, tu as répondu à la question que j'allais te poser qui était de comment faire pour qu'un jeune trouve sa place en sortant de l'école. Tu viens d'y répondre, c'est de l'accompagner tout simplement. Et c'est vrai que c'est pas évident parce que aujourd'hui, tu as la possibilité de tout faire et en même temps, est-ce que c'est forcément ce que tu as envie de faire? Et c'est ça, donc il faut essayer plein de choses, il faut pas avoir peur de tenter, mais l'accompagnement, je pense que effectivement, ça reste la clé.
Oui, ça reste la clé et surtout que suite à la crise économique qu'on a aujourd'hui, tu sais, tu as beaucoup de jeunes qui n'ont pas été à l'école, notamment aux Antilles, depuis 6 mois, qui n'avaient pas été à l'école depuis 6 mois. Et il y en a qui ont pris des habitudes. Et quand tu prends des habitudes, c'est très dur à redémarrer. Tu en as qui vont redémarrer vite et d'autres non. Tu as aussi d'autres qui sont découragés parce qu'ils devaient partir pour faire leurs études, etc. C'est pas possible par rapport au Covid. Moi, j'ai envie de dire, c'est quelque chose que je dis très régulièrement à mon fils, c'est que chacun peut agir pour changer le monde. Alors, stop au découragement. Ouais, tu vois, clair. pour moi, on peut tous apporter quelque chose au monde. Nous sommes irremplaçables et nous sommes précieux. Donc, c'est faire justement passer ce message aux jeunes parce qu'ils ont besoin qu'on les encourage. Et plutôt que de vous demander quelle voie on vous offre à la sortie de votre école, demandez-vous ce que vous pouvez changer dans le monde. Et ça, c'est très fort, Tia. Ouais, Je t'assure que ça fonctionne. Carrément, parce qu'on a chacun ce potentiel pour changer les choses. Il faut juste qu'on en ait conscience. Mais des fois, on a besoin que quelqu'un nous le dise pour se dire, mais si, je suis capable, en fait. Je suis capable de le faire. Donc, c'est un très, très bon conseil et notez-le. Oui, c'est vrai. Alors moi aussi, le conseil que je leur dis toujours et que je dis à mon fils très régulièrement, c'est déjà, il faut anticiper. C'est la première règle à appliquer. On voudrait souvent savoir du jour au lendemain ce qu'on doit faire et qu'on en attend, mais c'est toujours à la dernière minute. Ouais. Alors moi, je dois être quelqu'un de la dernière minute aussi, parce que souvent mon fils me le dit. Mais je dis, mais maman travaille déjà, mon chéri. Toi, tu dois déjà anticiper. Parce qu'ils savent pas qu'il faut anticiper, finalement. C'est nous qui leur donnons les bases, les parents. Et puis, il faut aussi apprendre à se connaître. Alors, c'est très, très difficile c'est d'apprendre à se connaître quand on est jeune. Donc, ça, on rentre vraiment dans le développement. J'invite beaucoup de parents à faire appel à des coachs pour d'ailleurs, je sais pas s'il y a des coachs pour adolescents. Je pense qu'il y en a. Je pense qu'il y en a. Exactement. Et puis surtout explorer pour savoir pour quel type de métier ou de vie qu'ils souhaitent avoir. Et puis il faut être curieux. Tu vois, il faut s'ouvrir, etc. Il faut se renseigner aussi autour de soi. Il y a des salons. Et puis quelque chose qui est très important, il faut se demander c'est-à-dire que est-ce que j'aimerais faire cela? Parce que souvent, les parents ont tendance à vouloir dire à leur enfant ce qu'ils veulent faire. Voilà, on a envie, c'est normal, on a envie de voir nos enfants réussir. Exactement, on a envie de les voir réussir. Mais finalement, est-ce qu'on leur pose la question, mais qu'est-ce que tu veux faire? Ouais. Voilà. Moi, je sais que beaucoup de parents, c'est un peu dur parce qu'on a envie de voir nos enfants réussir, qu'ils soient docteurs, qu'ils soient avocats, etc. Mais les choses ont changé maintenant. On a la possibilité, les enfants ont la possibilité de donner leur avis. Et je trouve que c'est extraordinaire. Et ça ira plus vite dans leur cursus. Et puis, la quatrième chose qu'il y a, c'est aussi de rebondir. C'est-à-dire, vous échouez, c'est pas grave. Au contraire, c'est une expérience. Repartez à zéro. C'est pas grave de repartir à zéro. Même à mon âge, on part à zéro. Exactement. Parce que pour moi, un projet professionnel se bâtit par étapes et pas toujours en ligne droite. C'est surtout ça. Ouais, c'est clair. C'est jamais une ligne droite. Clair. Alors, on va revenir à ta situation professionnelle à l'époque. Donc, tu termines tes études. Comment se passe ton intégration dans ton premier boulot? Comment tu le vis? Alors, comment je le vis? Alors déjà, c'était pour moi... Parce que moi... tu étais salariée. Oui, exactement. À 21 ans, j'étais jeune. Et donc, du coup, c'est génial parce que tu me donnes des frissons parce que je replonge dans le passé. Et bien, écoute, quand je suis arrivée, je me suis dit, ça y est, tu y es, tu as réussi. Pourtant, je n'avais rien encore réussi, Tia. Mais je me suis dit, tu as atteint quelque chose de fantastique. C'est-à-dire que ça y est, tu as un pied dans l'entreprise et maintenant, il faut juste que tu montres que tu peux et tu vas réussir. Et je me rappelle que lorsqu'on m'a présenté à mes patrons, ils m'ont dit alors qu'est-ce que ça fait d'être apprenti dans une entreprise à cet âge-là, etc. Et j'ai pas su leur répondre, mais après je leur ai dit écoutez, je suis heureuse. Alors tout le monde me regarde et du coup j'étais vraiment heureuse. Et le soir, quand je suis arrivée chez moi, parce que j'avais mon petit garçon, je me suis dit waouh, je suis satisfaite, ça y est, la vie commence pour moi et je sais que je vais y arriver. Voilà. C'est génial. Tu es dans cette boîte, donc ton premier boulot,
Quelles sont tes désillusions et comment tu les as surmontées? Alors, quelles a été mes désillusions? C'est-à-dire que, tu sais, je ne connaissais rien à la comptabilité. La comptabilité à l'école et celle en entreprise n'était pas vraiment la base parce qu'à l'école, on te donne la théorie Ouais. et tu as la pratique, qui est un peu, je vais dire en plus, qui est un peu plus facile d'ailleurs. Mais lorsque tu arrives à un endroit et que tu ne sais pas encore faire, tu apprends. Ça, c'est le plus grand défaut que j'ai, c'est vouloir apprendre très vite. Alors maintenant, j'y arrive avec le temps parce que j'y ai travaillé, je sais comment ça se passe pour apprendre vite et bien. Mais à l'époque, je n'avais pas encore ces stratégies, qui fait que c'était pour moi très très dur. C'était très très dur au début, déjà parce que le monde de l'entrepreneuriat, je connaissais pas du tout. Le monde de l'entreprise. Donc, j'étais dans l'observation. Et puis, j'avais des fois envie de bien faire. Et quand tu as envie de bien faire, quelquefois, tu fais mal. Ouais. Et la comptabilité, pourquoi j'ai choisi la comptabilité? Parce que j'étais une petite fille aussi tête en l'air. Et donc, j'ai choisi la comptabilité aussi de façon à corriger justement ce côté tête en l'air que j'avais. Donc, il fallait vraiment être bien précis dans les chiffres, bien écouter, prendre des notes. Et donc, j'ai dû apprendre à écouter aussi quand on me parle, ça c'est très important, à prendre des notes et aussi à réviser. Voilà, ça m'a quand même appris à bien m'organiser. Voilà, la comptabilité m'a appris à vraiment me cadrer et m'organiser. Donc voilà, je vais te raconter une anecdote. Je vais toujours me rappeler de ça, de ma chef d'apprentissage qui me dit écoute Ina, fais une remise de chèque. Ok, donc je savais pas qu'est-ce que c'était une remise de chèque. Donc du coup, tu sais, j'ai voulu bien faire. Et puis elle me dit voilà, ça se passe comme ça, etc. Et elle me donne le tampon. Écoute, normalement le tampon tu le mets derrière, tu sais, derrière le chèque. Ouais. Moi, je l'ai mis devant. Ah, d'accord. Okay. Et quand je lui donne ça, je suis toute contente. Je lui dis voilà, j'ai fini tout et tout. Donc j'ai voulu faire vite et bien. Malheureusement, c'était pas bon parce qu'elle m'a dit oh, mais qu'est-ce que tu m'as fait là? Oh mon Dieu, je t'assure que c'était pour moi. Je me suis dit non, c'est pas vrai, c'est pas bon. Elle me dit mais non, Ina, tu aurais dû me demander. Je préfère que tu me demandes au lieu de faire des conneries. Eh ben, je peux te dire, Tia, que ça a été une baffe, que plus jamais j'ai reproduit ce genre d'erreur. J'ai demandé. Voilà. Parce que demander ne veut pas dire que tu ne sais pas. Demander, c'est apprendre et c'est accepter aussi de ne pas savoir. Bien et sûr. Ça, c'est très important dans la vie. Donc voilà, pour la petite anecdote. Comment tu es tombée dans l'entrepreneuriat finalement? Parce que là, tu es salariée, mais comment tu t'es dit à un moment, OK, maintenant, je vais voler de mes propres ailes? Alors, comment je suis tombée dans l'entrepreneuriat? C'est simple. À 27 ans, je rencontre un homme, deuxième union, et on fait le parcours ensemble. Et là, je retrouve après mes années d'apprentissage, j'ai fait d'autres sociétés, mais je voulais atteindre une société que j'avais toujours voulu, c'est Bolloré. IER, à ici Val-de-Seine. Et donc, j'intègre cette société après 3 entretiens. Donc, t'imagines, c'était vraiment à la direction financière. Donc, ça y est, j'avais enfin, dans ma tête, réussi à obtenir l'entreprise que je voulais après ces années où j'ai dû me battre, me former dans des entreprises, etc. J'atteins cette structure et ils me disent « Ok, c'est bon, tu commences chez nous ». Donc, du coup, je fais 3, 4, 5 mois. Et Eddy, mon compagnon, qui lui travaillait à la direction de Bouygues SA, qui lui était cuisinier de Martin Bouygues, donc me dit un jour écoute Ina, mes parents m'ont demandé de revenir monter un restaurant parce que ses parents ont un restaurant en Martinique. Alors il me dit ça, je lui dis mais attends, j'ai trouvé l'entreprise que je voulais, laisse-moi réfléchir, etc. Il me dit ok, réfléchis, mais si tu décides, tu me dis non, je te suis, tu es ma femme, je t'aime, donc du coup voilà. Alors qu'est-ce qui se passe? Je réfléchis et je me dis écoute Ina, c'est peut-être une opportunité, tu as voulu être entrepreneur, peut-être que c'est le moment. Et en même temps, je me dis, qu'est-ce que je fais? Donc, à ce moment précis, bien évidemment, Tia, tu appelles tes parents ou des amis proches. Donc, j'avais des amis qui me disaient, mais attends, tu viens de le connaître, ça fait 1 an que vous êtes ensemble, comment tu peux décider de partir maintenant? Tu as atteint ta grosse structure, tu étais dans une grosse structure, voilà. Et donc, du coup, à côté, j'ai mon père qui me dit mais non, tu vas pas revenir en Martinique, mais t'es folle, vous savez même pas si ça va fonctionner. Qu'est-ce que tu sais, voilà, c'est les parents. Et là je me suis dit, j'ai une copine qui m'a dit écoute Ina, tu dois décider pour toi. Donc du coup, pas pour les autres, comme tu l'as toujours fait. Et donc du coup un soir, j'ai réfléchi et je me suis dit ok, peut-être que c'est pour moi, peut-être que c'est le moment, je vais partir.
mais j'avais pas du tout l'intention de partir, hein, en plus, hein, Tia. Hein. Tu m'aurais dit ça des années plus tard, je t'aurais dit non, je retourne pas pour le moment en Martinique. Ouais. Et donc, du coup, j'ai pris la décision de suivre Eddie dans cette aventure. Et arrivé en Martinique, pendant qu'on monte le restaurant, une idée me vient à la tête. Écoute, Eddie, parce que j'ai quand même aidé Eddie, je l'ai accompagné dans son expérience entrepreneuriale. Ouais. Et j'ai vu en fait que en Martinique, il y a 10 ans de ça, bientôt 10 ans, qu'il y avait un grand besoin à ce niveau-là, que les gens avaient besoin d'être accompagnés. Moi, j'avais eu mes diplômes, j'étais enfin comptable, donc je connaissais les chiffres, ça se rejoignait, surtout dans les business models prévisionnels, etc. Ouais. Donc, je me suis dit, pourquoi pas monter aussi ma société de consulting pour aider les entrepreneurs. Donc, du coup, voilà, là, je me suis dit, OK, super, je balance. Donc, le 22 décembre 2011, Eddie et moi avons monté le restaurant Pignon Nouvelle Vague et ma société MTQ Consulting. Voilà. Tu vois, c'est quand même dingue parce que tu pars à la base en te disant non, je vais pas rentrer aux Antilles parce que voilà, j'ai ma vie à Paris. En plus là, je touche du doigt l'objectif que je m'étais fixé. Et après réflexion, tu arrives aux Antilles et tu crées coup sur coup 2 boîtes en même temps, alors que à la base t'étais salarié. Et tu vois, ton expérience me montre que des fois, faut juste écouter la petite voix qu'on a en soi, parce que les gens autour de nous, je pense que majoritairement les gens qui nous entourent et qui nous aiment pensent bien faire quand ils nous donnent leur avis. Exactement. Mais quand ils pensent bien faire, c'est surtout de la projection de leur peur, et ça peut nous bloquer parce qu'on se dit mais si tu avais écouté par exemple ton père ou tes amis, ça part d'un bon sentiment. Mais tu n'aurais peut-être pas vécu ce que tu as vécu là, alors qu'en écoutant la petite voix en toi qui t'a dit non mais au fond c'est ce que tu as toujours voulu faire, être ton propre patron, là tu arrives aux Antilles et tu crées coup sur coup 2 boîtes, et je trouve ça dingue, je trouve ça énorme. Merci. Ben oui, parce que souvent tu sais, on a tendance à vouloir demander Tia aux autres, ça rassure. Mais exactement, on rassure parce qu'il y a la sécurité. Ouais. Et moi, dans ma vie, j'ai toujours été indépendante. Et d'ailleurs, l'entrepreneuriat, c'est aussi, si tu es quelqu'un qui aime l'aventure, tu peux tenter l'entrepreneuriat. Mais si tu es quelqu'un qui est dans la sécurité du travail, avoir son salaire tous les mois, ça va être un peu difficile. Mais c'est normal parce qu'aujourd'hui, regarde en ce moment tout ce qui est en train de se passer. C'est clair. Quelquefois, tu te dis, waouh, ouais, j'aurais dû peut-être être salarié. Mais c'est vrai. Ça m'est déjà arrivé de dire en coup de mou, me dire ça. Et puis après, je me suis dit, oh là, non, Ina, t'aimes trop ton indépendance. Je crois pas, tu vois. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas avoir peur de demander aux autres, mais aussi de prendre ses propres décisions à soi. Parce que la personne qui est en face de toi n'a pas forcément cette fibre d'être entrepreneur. C'est vrai. Donc, pour lui, ça peut lui paraître énorme, mais pour toi, dans l'état émotionnel où tu es, ça peut te paraître très faible. C'est vrai. Et te dire, oui, je peux, parce que tu es prête. Et l'autre a le droit de ne pas être prêt, parce que chacun n'est pas fait pour être entrepreneur. Justement, on va en parler tout à l'heure de ça, les gens qui peuvent ou pas être entrepreneurs, on va en parler tout à l'heure, mais quand tu crées ta société, à l'époque, quelles sont les choses que tu aurais aimé savoir à cette époque-là, que tu ne savais pas, que tu as appris sur le tas, et que tu te dis aujourd'hui c'est important quand même que les gens sachent ça? C'était quoi ces trucs que tu aurais aimé savoir à l'époque? Alors, moi, ce que j'aurais aimé savoir, là, ce que j'ai créé, parce qu'en même temps, j'avais la boîte de consulting, donc en même temps, Eddie. Alors, moi, je vais te parler des salariés, de mon expérience à moi, d'accord? Parce que je m'étais renseignée sur l'entrepreneuriat, par des bouquins, par des podcasts, par d'autres entrepreneurs. Mais ce que j'aurais aimé savoir, c'est, quand tu seras entrepreneur, tu auras 10 000 métiers dans la journée. Quand tu es salarié, tu prends ta voiture, tu as fini à 16 heures. Tu rentres chez toi. Ta préoccupation, c'est faire à manger, ta famille, etc. Tu vois? Mais quand tu es entrepreneur, tu prends ta voiture à 16 heures, il y a 10 000 choses dans ta tête qui circulent. Et ça, il faut savoir les ranger. Parce que du coup, tout peut, en termes d'organisation, tout peut j'ai pas envie de dire le mot, mais se casser la gueule très vite. Donc, c'est anticiper, s'organiser. Moi, j'étais entrepreneur, je connaissais pas encore l'organisation.
Je savais pas comment ça se passait, en fait, le monde de l'entrepreneuriat. Ouais. Et c'était de responsabilité. Alors, heureusement que j'ai fait le métier de la comptabilité qui m'a permis, comme je t'ai dit dans mes boulots, à être quelqu'un de très organisé. J'ai appris à l'être et être moins tête en l'air. Mais si au début, et c'est pour ça que j'emmène beaucoup de personnes, même ceux qui souhaitent créer, se faire coacher ou se faire accompagner, c'est très important. Ne pas partir seul sur le navire. Ouais. Parce que quand on a cette opportunité de pouvoir être prévenu, même si ça va peut-être pas se passer comme ça, mais au moins être prévenu et te dire, bon, eh ben, ok, tu vois, tu auras ça, ça, ça et ça. Donc, tu vas t'attendre à ce qui va se passer, même si ça sera positif ou pas. Mais c'est important quand même de savoir comment ça se passe, tu vois. Ouais, et moi, je suis partie par mon expérience. Je me suis lancée. Mais aujourd'hui, je ne retournerai pas en arrière parce que du coup, il y a eu des moments de fatigue. Et puis aussi, si on m'avait dit, Ina, tu sais, travailler 10 heures, c'est ta santé qui en prend un coup. Ouais. Tu vois, là, c'est Ina qui te parle bientôt 10 ans après. Parce qu'aujourd'hui, si on m'avait dit qu'il fallait que je fasse attention à ma santé, à ma nutrition, que je pense à moi, non. Parce que j'étais quelqu'un de tellement carriériste. Donc, dis-toi que dans les débuts, je travaillais au bureau toute la journée jusqu'à 16 heures et j'enchaînais avec le restaurant après, jusqu'à minuit. Ah ouais, quand même. Et ça m'a bousillé la santé. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que faites attention. Apprenez à vous organiser. C'est pas parce que vous faites 10 heures que vous allez en faire plus, en fait. Parce que dans une journée, en 3 heures, on peut faire énormément de choses si on s'organise. Ouais. Tu vois, on parle beaucoup en ce moment d'organisation de temps, de batching, etc. Ouais. Donc ça, c'est le message que j'aurais aimé transmettre. Mais c'est important parce que tu vois, au début, je le disais dans l'introduction, on a cette image un peu enjolivée de l'entrepreneuriat où on a du temps pour soi, où on est libre et voilà. Alors oui, effectivement, on est libre, mais ça demande une charge de travail qui est incroyable. Et en fait, ce qu'on ne voit pas quand on est salarié, on le réalise qu'on devient son propre patron. Et ce sont des fois des journées à la rallonge où on doit penser à tout. Et comme tu le dis, des fois on oublie de penser à soi parce que c'est notre société, c'est notre bébé, donc on doit tout faire aussi pour que ça réussisse. Et puis c'est ce qui nous permet de manger, de vivre. Et des fois on a tendance à s'oublier en tant qu'auto-entrepreneur ou d'entrepreneur tout simplement. Et c'est important que tu le dises. Oui, vous créez quelque chose et c'est important, mais pensez à vous. C'est très, très, très important. C'est très, très important parce que la santé, ça n'a pas de prix, en fait, finalement. Ouais. Regarde le nombre de personnes aujourd'hui qui décèdent d'AVC. Nous, j'ai perdu une connaissance il n'y a pas longtemps. Du jour au lendemain, il est mort d'un AVC. C'était un entrepreneur et c'était quelqu'un qui aimait créer des entreprises, qui était à fond, qui vivait que de ces entreprises. Et il est jeune, il avait une 40aine d'années. Donc, tu vois, faut vraiment faire attention. Moi, je vous le dis, avec le recul, tu m'aurais interviewé il y a 9 ans dans mes débuts, je t'aurais dit, ouais, il faut bosser, il faut donner, etc. Là, non. Là, j'ai vu certaines choses et je le vois aussi au niveau de ma santé. Parce que je suis pas seulement entrepreneur. Je suis femme, je suis maman et je suis épouse. Donc, il faut aussi donner, il faut vraiment aussi donner aux personnes qui t'entourent. Parce que si vous voulez être entrepreneur, attention, prévenez votre famille, prévenez aussi vos enfants, votre ami, pour que vous soyez en adéquation. C'est très important. Ouais, la famille, oui, c'est très important. Leur expliquer, parce que moi, mon fils, à l'époque, il me voyait arriver à la maison à Paris à 17h, 18h. Dans les périodes de bilan comptable, je finissais très tard, mais c'était pas tous les jours. Ouais. Quand on a été chef d'entreprise, mon fils, il dormait dans mon bureau, Tia, des fois. Ouais. Et je n'ai pas eu l'opportunité de voir Noan grandir parce que je l'ai eu à 20 ans les études. Après, tu dois prouver que tu peux aller, donc tu vas d'entreprise en entreprise. Après, j'annonce que je vais être chef d'entreprise. Donc finalement, sa maman, il l'a pas beaucoup vu. Moi, l'année prochaine, il aura 18 ans. Ben, j'ai vu Noan grandir, mais pas beaucoup. Et le moment que tu passes avec ta famille aussi, les moments peuvent être très durs dans l'entrepreneuriat et d'avoir une famille soudée,
C'est pas donné à tout le monde. Moi, Eddie et moi, on est sur la même longueur d'onde. Donc, merci parce qu'on est deux entrepreneurs. J'aurais été salariée, peut-être que ça aurait été pas la même et j'aurais pas été comme je suis aujourd'hui. Lui non plus. Mais on se donne la main dans les bons et les mauvais moments. Par contre, Nohan, c'était autre chose. Lui, il fallait qu'il découvre la Martinique et qu'il découvre aussi que sa maman ne sera pas disponible. Donc, il faut gérer aussi l'adolescence. Donc, tu vois, c'est vraiment... Si on m'avait dit ça avant, je pense que j'aurais peut-être fait les choses autrement. Maintenant que c'est là, c'est une expérience que je peux transmettre, donc c'est super. Génial. Est-ce que pour toi, être entrepreneur, c'est un état d'esprit? Est-ce que n'importe qui peut être entrepreneur ou non? C'est pas donné à tout le monde et pourquoi? Quelles sont les qualités pour être entrepreneur? Alors, être entrepreneur, un état d'esprit, oui, ça peut être un état d'esprit. Mais parce que il faut savoir que tout le monde n'est pas fait pour l'aventure de l'entrepreneuriat et ça je le dis, c'est peut-être possible, mais c'est normal. Il faut des entrepreneurs, il faut des salariés, il faut tout dans ce monde. L'entrepreneuriat n'est pas un long fleuve tranquille, Tia. Avant de se lancer dans l'aventure, moi je dis toujours qu'il est important d'avoir parfaitement les consciences de l'investissement et les risques que tu vas avoir. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est pour ça que les consultants, les coachs, la chambre des commerces et autres sont là justement pour te faire réaliser si oui ou non tu peux l'être ou c'est peut-être pas le moment, tu vois. Ouais. Moi, j'ai réalisé dans les formations, parce que j'ai accompagné une centaine de chefs d'entreprise, de créateurs d'entreprise et aussi de chefs d'entreprise. Et tu sais, en formation, on avait à peu près 15 à 20 personnes qui voulaient être entrepreneurs. Parce qu'ils pensaient qu'être entrepreneur, ça allait les sortir de crise, de autres. On ne crée pas une société pour sortir d'une crise. Ça, c'est pas possible. Une structure se crée parce qu'on a une idée, d'accord? Une idée, un besoin. C'est-à-dire que quelqu'un aura besoin de ton entreprise, d'accord? C'est avant tout, c'est vraiment, comme je dis toujours, créer une entreprise, c'est avant tout une réflexion personnelle par rapport à la situation actuelle du moment. D'accord? Donc, moi, je dis souvent à mes apprenants qu'il y a des questions qu'on peut se poser lorsqu'on veut être entrepreneur. C'est est-ce que je dispose des qualités requises pour entreprendre? D'accord? Quels traits de caractère pourrais fragiliser mon activité? Parce que, attention, il y a des bons comme des mauvais moments. Donc, il faut être courageux. Et surtout, quelles sont mes motivations? C'est très important. Et est-ce que c'est le moment idéal pour se lancer? Parce qu'on ne crée pas une entreprise du jour au lendemain. Tu ne peux pas te lever et te dire, OK, allez, hop, je crée l'entreprise. Non. D'abord, il y a une idée. Ensuite, il y a un projet qui se transforme en une entreprise. D'accord. Tu vois? Et souvent, il est très important d'être honnête avec soi-même et surtout ne pas s'isoler et aller surtout à la rencontre d'autres entrepreneurs qui peut aussi te dire comment ça se passe chez eux, comment ils ont fait, etc. Les chambres des commerces, etc. Tu vois? Ouais, mais ça, tu vois, voilà. Ça c'est important, le fait de rencontrer des personnes qui sont soit passées par là ou des coachs ou des personnes qui peuvent t'aider, parce qu'en fait, tu vois, dans le questionnement que tu as dit, par exemple, est-ce que j'ai les qualités, les compétences pour, est-ce que j'ai le caractère pour, ben, des fois, si on est seul, on peut pas répondre à ces questions, en fait, parce que en plus, si on n'a jamais été entrepreneur, c'est compliqué. Voilà. Ben, déjà, un entrepreneur, c'est quoi? Et est-ce que je corresponds à ça? J'en sais rien. Voilà, et je pense qu'être accompagné avec soit des gens qui sont déjà passés par là ou des professionnels qui peuvent. Voilà, exactement. Ben, je pense qu'il faudrait travailler ça avant de vous lancer. Essayer de travailler ça ou ça. Ça permet de gagner du temps et peut-être d'éviter de commettre des erreurs. Voilà, exactement. Tu as tout dit. Voilà, c'est vraiment l'accompagnement. Ne soyez pas isolés. Vous avez une idée, cette idée peut être géniale. Faites-vous accompagner, même si vous n'avez pas les moyens, quelquefois, tu as des chambres des commerces aussi qui donnent des formations de 3 jours. Il y a aussi des réunions. Il y a de plus en plus parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Ah, c'est la mode. D'ailleurs, il ne faut pas que ça soit une mode, justement, parce que pour moi, sincèrement, parce que je vois que c'est en train de se développer, mais que tu as des gens qui partent tout seuls et qui se plantent très vite.
Au bout de 3 ans, et même je dirais au bout de 2 ans, on sait si la structure est fiable ou pas. Surtout que là, avec le Covid-19, c'est très, très compliqué. Et moi, je dis toujours, la création d'entreprise n'est pas la solution idéale et universelle. Certains profils ne sont pas forcément faits pour ça, Tia. Tu vois ? Bien sûr. Non, mais c'est comme tous les métiers, c'est-à-dire que tout le monde ne peut pas être boulanger, tout le monde ne peut pas être chanteur, et il faut avoir certaines compétences pour. Oui. Donc, c'est vrai que aujourd'hui, il y a tellement de belles histoires d'entrepreneuriat que je pense que c'est un peu normal aussi que tout le monde se projette dans cette direction en se disant, peut-être que l'idéal pour moi, ce serait que je sois mon propre patron, mais c'est pas forcément pour tout le monde. Et c'est important que les gens aient conscience de ça. Alors, est-ce qu'on peut le savoir d'emblée ? Non, parce que justement, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais voilà, posez la question, allez voir des personnes qui sont passées par là, des professionnels qui, eux, ont les réponses, ont les clés, les outils pour vous permettre de vous projeter, de vous accompagner dans ce que vous voulez faire et peut-être même vous montrer que finalement, cette direction-là, c'est peut-être pas la direction qui vous correspond le mieux. Exactement. Souvent, c'est très important ce que tu dis. Il faut vraiment se faire accompagner. Et je dis toujours, avant de penser à la création d'entreprise, il est très important de faire un point sur soi et ses motivations. Ouais, moi, je pense qu'il faut commencer par là. Justement, tu lis dans mes pensées parce qu'on va parler de ça. Par exemple, quelqu'un qui nous écoute là a une idée. Parce que tu as dit que tu allais une idée. Ok, la personne, elle a une idée, mais elle est salariée, donc elle n'a jamais été entrepreneur de sa vie et elle n'a pas de ressources propres, elle n'a pas de financement. Elle fait quoi ? C'est quoi pour toi les étapes clés pour arriver à créer sa société ? On part de quoi et on arrive jusqu'où ? Alors, il faut savoir que il y a pour moi 6 étapes de la création d'une entreprise. Alors, on va dire 7, mais je te dirai qu'est-ce que c'est le 7e. Ok. Alors, la première étape, c'est la formalisation de ton idée. Dans cette étape, il va s'agir de passer du rêve un peu vague à une idée claire et précise de ton projet. D'accord ? Okay. Est-ce que c'est un projet à caractère innovant ? Est-ce que c'est l'envie de créer son projet ? Donc, il y aura plusieurs questions qui vont se poser. Donc, tu vas devoir justement transformer cette idée en projet. D'accord ? Okay. La deuxième étape, c'est l'approche du marché. D'accord ? Donc, je ne sais pas si tu as entendu parler de l'étude du marché, je pense. Oui. C'est très important. Donc, l'étude de marché, c'est vraiment une étape qui est très importante, Tia. Donc, on est confronté aux produits, aux services, aux futurs clients, qui permettra de cerner les attentes de ton client. D'accord ? Donc, il convient donc de vous assurer surtout que le marché est porteur et de définir une stratégie commerciale adéquate, c'est-à-dire le prix. D'accord, donc ton étude de marché, donc tu auras le prix, donc c'est-à-dire combien vos clients sont-ils prêts à payer et pour quel produit ou service, et surtout quelle est votre marge. Tu auras la distribution, donc vous devez définir vos canaux de distribution en fonction de chaque segment de clientèle. La communication, très important, surtout de nos jours avec les réseaux, c'est le message que vous délivrerez afin de séduire la clientèle et la fidéliser. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment l'approche de l'étude de marché. Ensuite, tu auras l'approche, le choix du statut juridique. D'accord ? Donc, le choix du statut juridique est déterminant pour votre entreprise. En effet, il aura un impact considérable sur la vie quotidienne de la structure. Donc, il faut savoir qu'il y a 2 grandes familles de statuts juridiques qui s'offrent à vous. C'est l'entreprise individuelle et les sociétés. D'accord ? J'aurais plus développé, mais c'est vraiment quelque chose... c'est pour ça qu'il est très important à cette étape 2 et 3 et même l'étape 1 de déjà se faire accompagner en amont. Ouais. Alors, tu auras toutes ces informations sur Internet, bien évidemment, mais ça va être très, très difficile de pouvoir justement déchiffrer, surtout que les statuts juridiques, c'est très juridique, et l'approche de l'étude de marché, on va parler beaucoup chiffres, distribution et communication. D'accord ? En 4e, tu auras l'élaboration du business model. Alors, c'est quoi ? En fait, l'élaboration de votre business plan, c'est la clé de la réussite de votre projet. Il permet de présenter l'ensemble des éléments qui le composent afin de convaincre vos investisseurs, donc
Qui peut être vos investisseurs? Ce sont les banques. Tu as aussi les business angels. Quelqu'un qui s'associe aussi avec toi peut être aussi ton investisseur. Donc, il va te permettre justement de financer ton projet. OK. Donc, dans ce business model, qu'est-ce qui va se passer, pardon? Tu vas aborder dans ce document business model le montage financier de ta structure. D'accord? Okay. Donc, en gros, on peut dire aussi le modèle économique. Voilà, le business model, on peut aussi l'appeler le modèle économique. Donc, okay. Il va vraiment permettre de définir la manière dont votre entreprise générera du cash. D'accord? Donc, il a 6 fonctions, ce business model. Tia. Ouais. Donc, c'est articuler la proposition de valeur, c'est-à-dire quel est votre produit ou service, d'accord? Il va identifier un segment du marché, donc quelle catégorie de clients tu vas cibler. Donc, souvent, on va parler d'avatar, à qui tu vas t'adresser. Est-ce que tu t'adresses à une femme? Est-ce que tu t'adresses à une famille? Est-ce que tu t'adresses à un homme? Ou les trois. Définir la structure de la chaîne de valeur dans l'entreprise, c'est-à-dire quelles sont les différentes fonctions de l'entreprise, les activités clés qui contribuent à la création de valeur. Ouais. Tu auras aussi spécifié les mécanismes de génération de revenus, donc comment tu vas te verser ta rémunération ou ton salaire, d'accord? Définir la position de l'entreprise dans la chaîne de valeur externe, c'est-à-dire quel est votre positionnement face à vos partenaires et vos concurrents. D'accord? Tu montes un restaurant, bien évidemment. Quelle sera ta position? Il y a plusieurs restaurants sur le marché. Comment les restaurants, si tu as une pizzeria, si tu as un restaurant à côté, etc. Donc, il y a aussi formuler une stratégie à partir de l'analyse concurrentielle. Qu'est-ce que c'est? C'est comment faites-vous face à la concurrence? Comment tu vas fonctionner face à ta concurrence? D'accord? Okay. Est-ce que ça va, Tia? Alors là, j'essaie déjà, je me dis, mais c'est quand même très compliqué. Ah, et c'est clair, et pourquoi je dis tout ça? Que, ouais, faut être accompagné, clairement. Exactement. Et puis, il y a la 5e chose, c'est la recherche de financeurs. D'accord? Qui va financer ton projet? Donc, il y aura aussi cette partie qui peut être aussi très, très compliquée, l'importance de se faire accompagner. Donc, il faut savoir qu'il y a plusieurs sources de financement qu'il y a. Donc, ça peut être ton financement personnel, tu apportes un apport, de l'argent que tu as mis de côté ou que tu as économisé, etc. Tu as aussi la famille, les amis. Alors, on appelle justement le financement de la famille, les amis, le love money. Je ne sais pas si tu connais, je pense. Je connais, ouais. Voilà. Et puis, tu as aussi des organismes privés qui sont les banques. Donc, tu as aussi certaines associations ou fonds spécifiques qui aident les créateurs d'entreprises. Tu as aussi ce qu'on appelle le co-funding aussi. Donc, bien sûr. Je pense que aussi tu dois connaître. Et puis, tu as aussi les organismes publics aussi. Donc, ça peut être la région, les départements, la BPI, etc. Exactement. Pardon? Des subventions, par exemple? Exactement. Des subventions, voilà. Donc, du coup, voilà. Et puis, tu as la 6e étape qui est les démarches administratives. Eh bien, oui. En effet, quand ton idée... voilà. Alors, quand ton idée devient un projet, ben forcément, il faut déposer des documents qui sont officiels au CFE de façon à immatriculer ton entreprise et avoir ton cabis. Voilà. Donc, et puis, pour moi, la 7e, c'est tout simplement que ça y est, tu es entrepreneur, tu peux te lancer. Ouais. Voilà. Donc, si tu peux te lancer, mais attention, te lancer avec des personnes autour de toi qui peuvent t'accompagner à justement exceller en tant que chef d'entreprise dans ce que tu veux faire. Donc, voilà. Donc, tu as compris, Tia, que pour être entrepreneur, pour créer, toutes les étapes sont très importantes, mais la première étape qui est de trouver son idée et de la travailler, c'est la toute première. Ouais, mais tu vois, c'est super bien que tu nous aies détaillé ça parce que je suis persuadée qu'il y a énormément de personnes qui ont envie de se lancer, qui ne savent pas comment faire et des fois on s'imagine même pas que c'est autant de charges de travail juste pour créer la structure parce que finalement là, on n'est qu'à cette partie-là où on a créé la structure, on n'a même pas encore le produit final en main et je pense que c'est important parce que ça nous permet de visualiser ce qu'on doit faire et peut-être aussi de dire est-ce qu'on est prêt à investir autant de temps et d'énergie dans ce projet et non vraiment je suis vraiment contente que tu aies pu développer ça parce que ça nous permet de voir les choses un peu plus claires de manière plus claire. Exactement.
Exactement. Je suis contente alors, Tia. Alors, moi, j'ai une question. Il y a, alors là, on dit qu'on a créé la société. C'est bon, elle est là, la boîte, elle est là. Est-ce que, pour toi, un chef d'entreprise doit savoir tout faire? Je m'explique. Il y a deux écoles. Il y a l'école qui dit que le chef d'entreprise, c'est celui qui va réussir à manager des gens pour mettre en forme son idée. Donc, au final, il n'a pas besoin de tout savoir faire parce qu'il va employer des gens compétents à chaque poste pour que ces gens puissent faire de son idée quelque chose de réel. Et il y a l'autre école qui dit que si la personne qui crée sa boîte doit savoir tout faire pour rectifier justement, par exemple, les erreurs des collaborateurs, des personnes avec qui il travaille. Toi, tu es plutôt quelle école? Alors, moi, je te dirais que si on était 10 ans en arrière, je t'aurais dit que j'aurais été la première école. Il faut savoir tout faire. Ouais. Là, avec le temps, avec l'âge, l'expérience, je peux te dire les deux. Aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'un chef d'entreprise doit connaître son entreprise. Comment? Il doit se former. La formation, c'est très important. Quand on est chef d'entreprise, on ne sait pas tout, forcément. Un chef d'entreprise, peut-être qu'il ne sait pas qu'est-ce que c'est la comptabilité. Donc, il faut qu'il sache gérer la gestion de son entreprise. Alors, on ne lui demande pas d'être comptable, mais on lui demande tout simplement de connaître ses chiffres. Rien ne lui empêche d'avoir une petite formation où on lui explique qu'est-ce que c'est l'actif du bilan, qu'est-ce que c'est le passif du bilan, pour que demain matin, s'il se passe quelque chose dans sa structure, s'il n'a pas pu faire appel à son expert comptable parce qu'il n'était pas là ou autre, qu'il puisse défendre son dossier. Ouais. D'accord ? Donc ça, il faut savoir le faire. Tout le monde n'est pas fait pour manager. C'est vrai. Donc, tu peux aussi apprendre à manager. Alors, vous avez des gens qui ont fait des études de management et qui ne sont pas du tout managers. Mais on peut l'apprendre à être. Ah ben c'est clair, parce que c'est en soi. Apprendre à manager des humains, moi je vois sur mes structures, j'ai dû apprendre à le faire. On a 14 salariés aujourd'hui sur les 2 restaurants puisqu'on a repris le 2e. J'ai dû apprendre, me former à pouvoir manager une équipe. D'accord ? Mais sur la deuxième catégorie dont tu me parles, il faut aussi s'entourer, il ne faut pas avoir peur de s'entourer de salariés qui connaissent plus de choses que vous. Ouais. Ça reste toujours vous le patron. Mais s'entourer de personnes qui savent faire aussi et qui peuvent vous accompagner parce qu'on peut tous se donner des idées, ça peut être aussi quelque chose de formidable pour votre entreprise. Bien sûr. Voilà, c'est-à-dire embaucher un bon manager parce que vous n'arrivez pas à parler à vos salariés. Par contre, il va falloir se former, savoir d'où ça vient, donc se faire coacher pour ça. Mais avoir un manager en dessous de vous qui sait dire les choses, pourquoi pas ? Mais toi, par contre, tu dois aussi connaître. Moi, je vais te montrer l'exemple, pas de mon cabinet, mais du restaurant. Demain matin, si il se passe quoi que ce soit dans le restaurant, il y a une serveuse qui est absente. Ouais. Je dois savoir la remplacer si je ne trouve personne. Donc, je dois savoir. La restauration est un métier. C'est clair. Donc, il faut apprendre. Donc, j'ai appris avec mes salariés. J'ai été aussi chercher l'information de façon à pouvoir apprendre aussi. De façon à ce que si demain matin, il se passe quelque chose, que je puisse prendre la relève. Ouais. C'est votre business, ne l'oubliez jamais. Et j'ai envie de vous dire que même si vous avez pris quelqu'un qui gère pour vous, vous devez aller vérifier si les choses sont faites comme vous lui avez demandé. Vérifier ne veut pas dire surveiller son travail. Bien sûr. Mais savoir si c'est fait correctement. C'est votre rôle de manager. Il faut toujours que vous ayez, parce que j'entends très souvent des chefs d'entreprise dire « Ok, mon comptable va s'en occuper ». Non, je ne veux pas entendre ça. C'est mon comptable. Non, vous aussi, vous devez savoir. Parce que le comptable, il n'est pas éternel. Ouais, à n'importe quel moment, ils peuvent être absents. On l'a vu pendant le Covid-19. On a demandé à de nombreux chefs d'entreprise de transmettre des prévisionnels. Alors, on n'avait pas prévu la pandémie, bien évidemment. Donc, les experts comptables, eux, ils étaient en plein bilan comptable. Donc, t'imagines, Tia, tu as un expert comptable qui a 300 clients, on est en pandémie, il demande 300 prévisionnels. Ses clients lui demandent un prévisionnel. Ouais, non, c'est clair. Eh bien, le temps que ta structure se casse la gueule, le prévisionnel, il faut savoir le faire aussi. Il faut savoir le comprendre. Les banques avaient besoin de chiffres.
beaucoup d'entreprises se sont retrouvées dans des situations catastrophiques parce qu'ils étaient incapables de donner un prévisionnel. Mais ce n'est pas de leur faute, en fait. Mais il est important non seulement de se faire accompagner, mais de se former et de s'entourer, bien évidemment, autour de soi, que ça soit salarié ou autre, qui soit meilleur. C'est super parce que vous aussi, vous serez meilleur grâce à eux, vous allez apprendre grâce à eux et eux vont apprendre grâce à vous. Ouais, non, Voilà. j'aime bien cette façon de faire parce que finalement, tu nous dis, alors oui, on a la boîte et c'est notre boîte, donc il faut en être conscient. Donc on va déléguer, on va s'entourer des bonnes personnes, mais on doit être apte à prendre la place de quelqu'un qui ne pourrait pas ce jour-là. Et ça ne veut pas dire qu'on est parfait dans ce poste-là, mais en tout cas qu'on peut limiter la casse parce que on aura des bases et on pourra en tout cas dans un certain laps de temps gérer le problème. Donc voilà, exactement. Moi, je vais te montrer quelque chose. Aujourd'hui, la comptabilité, c'est ma formation. Quand j'ai débuté, j'ai fait ma comptabilité. Ouais. Parce que je voulais comprendre. Aujourd'hui, j'ai délégué à un expert comptable, mais lorsque l'expert comptable me parle de ma comptabilité, on se comprend. Ouais. On se comprend. Alors moi, on se comprend plus parce que ça a été ma formation, mais celui dont ça n'a pas été sa formation, je l'emmène quand même à avoir une formation qui puisse l'aider à au moins comprendre les chiffres de son entreprise, de façon à pouvoir se défendre pour avoir un crédit, pour s'il veut travailler aussi avec un autre associé, expliquer ses comptes, c'est très important. Ouais, mais je suis totalement d'accord avec toi parce que même moi, tu vois, dans mes structures et pourtant sur les réseaux sociaux, j'ai dû me former, je me forme encore. Et tu vois, au début, par exemple, mes vidéos pour ma chaîne YouTube, c'était mon chéri qui les faisait. Donc, c'est jusqu'au jour où tu te dis, mais mince, moi, j'aurais peut-être fait ça comme ça ou j'aurais fait ça différemment, tout ça. Et tu dis, fais-le. Fais-le. J'ai dû apprendre à le faire et aujourd'hui je suis hyper contente parce que alors c'est clair que j'ai peut-être pas son niveau clairement, mais au moins j'arrive à faire dégager ce que je veux et c'est ça qui est important finalement. Oui, exactement. C'est important parce que quand tu te retrouves que cette personne n'est pas à côté de toi et ne peut pas, toi tu dois, parce que c'est ta société, c'est ton business, c'est toi qui dois la faire fonctionner. Exactement. Ouais. Donc ça, il faut jamais l'oublier. Moi, je veux tout maîtriser dans mon business. Alors, maîtriser ne veut pas dire que je vais tout faire parce que je suis pas là pour ça. Je n'ai pas créé une entreprise pour faire de la comptabilité, même si c'est mon métier. Ouais. J'ai créé une idée pour satisfaire les besoins de mon client. Donc, je dois développer en commercialement, etc. Donc, je me suis libérée du temps en donnant la comptabilité à l'expert comptable. Tu comprends ? Ouais. Mais aujourd'hui, je suis contente parce que je comprends ce que je donne. Pareil, les réseaux sociaux, j'ai dû me former aussi dans le digital, dans plein de choses, parce que j'ai besoin de comprendre, même si après je vais déléguer, mais je veux apprendre avant et ensuite déléguer. Ouais, c'est clair. Parce que je veux rester maître de mon business. Ça, c'est très important. C'est très, très, très important. C'est vrai que ça, on l'apprend plutôt quand on fait du développement personnel. On a tendance à rejeter la faute sur les autres. Et je pense que justement, quand on ne sait pas faire, c'est plus facile de dire oui, mais c'est l'autre qui devait faire. Parce que on sait pas. On ne sait pas et on n'a pas pris le temps de comprendre ce qu'il fallait faire. Donc forcément, alors oui, l'autre devait faire, mais c'est ta société. Donc c'est important vraiment de garder ça en tête. C'est votre société, c'est votre bébé. Donc s'il se passe un truc, c'est de votre faute, en quelque part. Voilà. Exactement. Et tu sais, tu as une célèbre citation de Jack Canfield. D'ailleurs, j'invite tout le monde à lire le bouquin de Jack Canfield, qui te dit « Il n'y a qu'une seule personne responsable de la qualité de l'existence que vous menez, et cette personne, c'est vous. » Totalement. Et dans l'entrepreneuriat, c'est tout dit, en fait. La seule personne qui sera responsable des échecs, des erreurs, des choses qui se passeront bien, ça sera vous. Moi, je vais te dire quelque chose. Dans le restaurant, quand il y a eu un problème, les gens n'iront pas voir les salariés. Non. Ils iront te voir toi. Mais c'est normal. C'est normal. Parce que j'entends souvent des gens dire « Oui, mais mon salarié… » Non. Tu dois savoir manager ton salarié. C'est toi la base. C'est pas la faute de ton salarié, c'est ta faute à toi. C'est parce que l'information a été mal transmise. Moi, j'ai pris du temps, tu sais, à savoir tout ça. C'est vraiment, je te dis ça vraiment 9 ans après. Mais au début, c'était très, très dur. J'ai dû apprendre à faire les choses, me former, accepter que je ne sais pas et que je dois me former.
Mais tu vois, je Parce que rebondis c'est sur très important. Ah ouais, et je rebondis sur ce que tu dis. Moi, j'ai eu une expérience justement dans un restaurant où, alors le restaurant, en fait, sur la devanture, c'était écrit service jusqu'à 23 heures. Non, jusqu'à 1 heure du matin. Service jusqu'à 1 heure du matin. Donc pour moi, service jusqu'à 1 heure du matin, ça veut dire que à minuit, je peux encore manger. Donc j'arrive dans ce restaurant et en fait, on me dit, j'arrive à minuit justement, et on me dit non. On me dit non, on ne sert plus. Je dis mais c'est jusqu'à 1 heure du matin. On me dit oui, mais non. Et là, je dis mais même si vous faites pas toute la carte, il y a vraiment plus rien, vous servez plus. Non, on ne sert plus. Ok. Et finalement, j'avais fait un post à l'époque, ça remonte quand même. J'avais fait un post sur Facebook qui était remonté au gérant de ce restaurant. Et cette personne m'avait demandé de venir au restaurant, qu'on puisse en parler, parce qu'il avait très mal pris mon poste. Et alors moi, je me suis pas démontée, je suis retournée dans le restaurant. Et en fait, tu vois, je rebondis en fait sur ce que tu disais. Ce monsieur, pour lui, c'était la faute de ses salariés, parce que comme il n'était pas là, ses salariés avaient décidé de fermer plus tôt. Et en fait, j'avais beau lui dire, mais ça, c'est pas mon problème, en fait, que votre cuisinier ait dit à minuit, moi, je cuisine plus. Si vous aviez dit à votre équipe, par exemple, le dernier client doit être servi à 1h moins le quart, le temps de machin, tout ça, par exemple, l'équipe aurait servi le dernier client à 1h moins le quart. Sauf que si le cuisinier s'est dit qu'il peut dire à minuit non, je ne cuisine plus, c'est parce que derrière, il n'a pas eu l'information. Et pour lui, non, c'était la faute de ses salariés. Et tu vois, j'en reviens à ce que tu disais, c'était sa faute à lui. Exactement, c'est ça en fait. Mais d'ailleurs, le resto est fermé. Ah oui, d'accord. Parce qu'en fait, parce qu'il faut reconnaître ses torts, et ça, c'est vraiment pas donné à tout le monde. Et moi, j'invite vraiment les gens à se remettre en question. C'est très important. Se remettre en question ne veut pas dire qu'on est nul, en fait. Au contraire, dans la vie, à beaucoup de moments, on se remet en question. Parce qu'il faut savoir que quand vous êtes prêt à monter votre entreprise, on fait pas les choses à peu près. Comme on dit chez nous aux Antilles, ils bon comme ça. Non. On fait les choses avec raisonnement. On se pose. Alors nous, ce qu'on fait aussi, ce sont des réunions avec nos salariés. Moi, alors, il y a des gens qui sont pas pour les réunions, ils disent que c'est une perte de temps. Non, pas du tout. Parce que quand tu fais une réunion, tu fais un brainstorming, comme on dit avec tes salariés, ils t'apportent des idées. Ils t'apportent des choses que tu ne savais pas. Il faut leur laisser aussi dire ce qu'ils pensent, de façon à ce que vous... par exemple. Exactement. Leur demander, mais comment tu penses qu'on peut faire? Est-ce que tu penses que c'est bon ce qu'on fait? Attendez, c'est important, c'est eux qui sont devant. Ce chef d'entreprise qui t'a dit que c'était la faute de ses salariés, c'est parce que quand il a discuté avec ses salariés, il a fait du à peu près. Ouais. Non, on se pose. Parce que notre business ne doit pas être du à peu près. Et ça, c'est pas bon. C'est clair. Moi, tu t'assieds avec ton salarié. Tu n'es pas là, surtout si tu n'es pas là. Ouais. Attention. Non, tu dois former la veille ou faire une réunion. Je ne serai pas là, le restaurant doit être ouvert. Voilà, c'est pas le salarié qui doit décider de la fermeture, c'est toi qui as mis tes règles et tu les as transmis à ton salarié. Ou sinon, si le salarié voit qu'il n'y a pas beaucoup de monde ou autre, il doit t'appeler et te demander l'autorisation. Ouais. Mais si tout partait déjà en freestyle, eh ben écoute, lorsqu'un salarié connaît la faille, c'est fini. Ouais, c'est ça en fait. Un salarié ne doit jamais connaître la faille dans ton entreprise. Ouais. Après, moi je pense qu'il est très important de faire confiance à son équipe parce que sinon ça ne marche pas. Mais derrière, l'équipe doit savoir jusqu'où je peux aller. Et je regardais un mec c'est très important. Ouais, je regardais un mec qui fait de l'immobilier sur YouTube qui disait, voilà, lui, il n'a pas le temps d'être derrière ses équipes tous les jours parce qu'il a plein de business. Et voilà. Par contre, il a son manager qui sait que il peut investir jusqu'à temps. Jusqu'à temps, t'as pas besoin de m'appeler. Mais il sait, son manager sait que c'est la limite. Exactement. Il a une marge de manœuvre, mais il sait qu'à partir d'une certaine limite, ok, là je dois l'appeler, là je dois demander parce que là je dépasse le cadre dans lequel je suis. Et c'est important, c'est-à-dire que t'as pas besoin d'être là tout le temps, mais par contre, dans ce cas-là, faut que le cadre soit vraiment très très bien défini. On va appeler ça qu'il y a des procédures. Dans une entreprise, il doit avoir des procédures. C'est comme dans une cuisine. Exactement. Tu connais peut-être la recette par cœur, mais
Si demain matin, ton cuisinier est malade, il te faut la recette. Ouais. Donc, tu as mis des process en place que de façon à ce que la deuxième personne qui arrive derrière toi, qui te remplace, etc., puisse connaître le process. Ouais. Donc ça, c'est aussi, tu peux faire confiance à tes salariés, et ça c'est très important, mais rien ne t'empêche d'aller vérifier si ce que tu as fait a été bien fait. Ouais. Juste pour rectifier le tir, parce que tu as beaucoup de chefs d'entreprise qui confondent confiance et bon, ok, je lui fais confiance, il fera comme j'ai fait, mais peut-être que la façon dont tu lui as dit les choses, il n'a pas compris, il va le faire autrement. Et ensuite, tu vas dire, c'est la faute de mon salarié. Non, parce que quand tu lui as demandé de faire, tu n'as pas été vérifié en amont s'il l'a bien fait ou pas. Parce que bien faire, ne pas bien faire ne veut pas dire que tu es nul. Exactement. Ça veut dire que peut-être qu'il faut rectifier le tir et dire, bon, tu sais, c'est comme ça que je t'ai dit de le faire. Est-ce que tu penses que c'est la bonne façon si tu ne veux pas le vexer, etc. Parce que tu as des gens qui n'ont pas peur qui ont peur de dire les choses franchement, de vexer. Mais il y a une diplomatie qui peut s'installer avec son salarié. Bien sûr. Non, c'est super intéressant ce que tu dis et j'espère que les gens qui nous écoutent, c'est la relation. Ouais, j'espère que les gens qui nous écoutent, s'ils sont dans cette démarche de création d'entreprise, prendront des notes parce que c'est vraiment très important de garder tout ça en tête. Vraiment. Oui, c'est clair. Alors là, on a déjà passé l'heure de cette pause. Je vais pas te retenir trop longtemps, mais par contre, c'est important que l'on parle de ton podcast parce que toi aussi, tu as un podcast. Ah bah oui, attends, c'était obligé. Merci, en plus, un podcast qui est vraiment hyper intéressant et utile. C'est surtout ça qu'il faut retenir, qui est vraiment utile quand vous êtes dans l'entrepreneuriat, que vous soyez déjà ou que vous vous lanciez. Vous avez vraiment toutes les astuces, toutes les choses à savoir ou à revoir, parce que des fois, ça fait pas de mal de revoir certaines choses. Et je trouve qu'il est très, très bien construit, ton podcast. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Merci, Tia. Alors, le podcast, c'est une entreprise prospère. Donc, il est destiné aux créateurs d'entreprises, aux entrepreneurs, aux futurs entrepreneurs et même quelqu'un qui peut être cadre, salarié ou autre. Il est destiné à tout le monde. Donc, c'est un podcast que j'ai voulu faire pour un peu fêter bientôt mes 10 ans d'entrepreneuriat et en tant qu'aussi maman, femme, etc. Tout ce que j'ai pu rencontrer comme échec, comme chose positive dans ma vie d'entrepreneur et de femme et d'épouse, et aussi partager toutes les personnes qui ont fait partie de ma vie durant mon an, parce que c'est très important, les gens qui t'entourent, et faire justement profiter à ces personnes, parce que souvent, tu sais, les chefs d'entreprise ont du mal à dire quand on leur demande comment tu as fait ça en fait, et souvent, tu en as qui ont du mal à dire en fait, à donner leur secret, leur baguette magique, et j'ai envie de dire à travers ce podcast d'une entreprise prospère, c'est que on peut partager. Il est important de partager aux autres. Moi, j'ai pas de secret parce que quand on me dit mais la réussite c'est quoi pour toi, la réussite ce sont toutes les personnes justement qui m'ont amené à cette réussite, qui m'ont parce que seul, comme je dis toujours, seul c'est bien, mais à plusieurs on va plus vite. Exactement. Et donc dans mon podcast, je vais parler des personnes que j'ai rencontrées, des personnes qui m'ont formée aussi. Ça peut être dans le développement personnel, nutritionniste, digital. J'ai testé toutes ces personnes, ça a fonctionné et je leur donne la parole parce que si ça a fonctionné pour moi, ça peut aussi fonctionner pour les autres et je leur donne cette opportunité d'avoir ces gens qui sont fantastiques. Donc du coup voilà, et puis tu en fais aussi partie, Tia, parce que tu es aussi une amie et tu m'as aussi toujours motivée dans mes projets. et moi je suis très contente et c'est un honneur pour moi de passer sur ton podcast aujourd'hui parce que moi j'attends ma pause café tous les jeudis. C'était tous les jeudis, toutes les 2 semaines. Je suis très contente que c'est passé maintenant 1 fois par semaine parce que j'adore et je remercie aussi ton conjoint aussi parce que vous m'aidez beaucoup, vous m'accompagnez beaucoup dans ce projet, vous m'avez beaucoup soutenu et je vous remercie à tous les deux. Je voulais le faire sur ton podcast parce que pour moi c'était important. Vous êtes vraiment des gens fantastiques. Ce que vous faites c'est du beau quoi. C'est voilà. Donc voilà. Mais après tu vois on est exactement comme toi et je pense que c'est pas pour rien qu'on est amis. C'est parce que on a vraiment cette notion de partage en fait de ce que l'on apprend, de ce que l'on découvre et on est pareil tous les deux, c'est-à-dire qu'on va apprendre des choses, on va découvrir et l'idée c'est pas de garder ça pour nous parce que finalement alors oui c'est bien on a découvert un truc mais le partager avec les gens qui soit nous suivent ou les gens qu'on aime finalement c'est ça qui pour nous a du sens.
parce que ça nous a servi, ça nous a fait grandir, ben peut-être que ça peut aider quelqu'un d'autre aussi. Et c'est vrai que tout ce qu'on fait, que ce soit lui ou moi, on s'est trouvé à ce niveau, j'avoue, que ce soit au niveau personnel ou professionnel, tout ce qu'on fait, ben c'est dans le partage. C'est vraiment dans le partage. C'est très important. Ouais, et c'est vrai qu'on est beaucoup sur les réseaux sociaux, mais parce que finalement, on y travaille beaucoup. Exactement. On a cette notion de partage qui est en avant sur tout ce qu'on fait. Oui, exactement. Et c'est vrai que c'est très, très important. Et moi, je dirais une dernière chose, c'est super important. C'est Tony Robbins qui dit toujours, l'action est ce qui donne des résultats. Soyez tout le temps dans l'action, messieurs, dames. Même dans tout projet que vous puissiez faire et que vous rêviez, si vous n'êtes pas dans l'action, ne vous dites pas « je vais faire », c'est « je fais ». C'est tout. Parce que si tu dis « je veux faire », dans 2 ans, je vais créer, dans 1 an. Ok, comme je vous ai dit dans ce podcast, il faut prendre le temps pour faire les choses, mais il faut le faire surtout. Le faire, c'est encore autre chose. Donc, faites-vous accompagner. Il y a des grands coachs, il y en a plein. Vous avez Mavic aussi, qui est quelqu'un de moi, quand je suis ses stories, l'organisation, d'ailleurs, elle ne le sait même pas encore, mais c'est elle qui m'a permis, par tout ce qu'elle donne sur Instagram. Vous avez des contenus, si vous n'avez pas les moyens, il y a des contenus gratuits. Il y a plein de choses maintenant. Vous avez, lisez, sortez, ne vous isolez pas, vous avez des networking, vous avez plein de choses qui vous permettent de ne pas être isolé, de partager. Mais ne gardez pas les choses pour vous, parce que les garder pour vous, vous n'allez pas mettre en action ce que vous souhaitez faire. Donc voilà, je vous invite tous à le faire. Lisez. Vous avez des applications, si vous n'aimez pas lire, vous avez Cooper. C'est une application qui résume les livres. Donc voilà, je vous emmène à vraiment lire. Les podcasts aussi, c'est très important. Et puis surtout, prenez bien soin de vous. C'est important, c'est la base, surtout en cette période. Merci Ina, merci pour cette pause café. C'était vraiment génial et je suis vraiment heureuse de l'avoir partagé avec toi. Je vous remercie aussi, vous qui nous écoutez toutes les semaines. On est de plus en plus nombreux à écouter ce podcast. Donc vraiment, merci du fond du cœur. N'oubliez pas que vous retrouvez tous les épisodes. Vous pouvez retrouver tous ces épisodes sur iTunes et Spotify. Et on a aussi un compte Instagram, donc allez voir ce qui s'y passe. C'est Ma Pause Café avec Tia. Je vous fais de très très gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine.